Bienvenue sur Curious History, la chaîne qui explore les grandes énigmes, les récits oubliés, et de fait, les curiosités fascinantes de l'histoire. Aujourd'hui, nous vous invitons à embarquer pour une traversée hors du commun. Un voyage à bord du RMS Queen Elizabeth, le plus grand paquebot jamais construit à son époque, conçu pour dominer les océans et symboliser la puissance maritime britannique. Fruit d'un savoir-faire exceptionnel, lancé en 1938 et surpassant même le légendaire Queen Mary, ce géant des mers était destiné à relier l'Europe et l'Amérique avec faste et élégance. Mais la guerre viendra bouleverser ses plans. Avant même son premier voyage commercial, le Queen Elizabeth devient un navire de guerre transportant des milliers de soldats à travers le globe. Et pourtant, ce n'est que le début de son incroyable destin. Car loin de connaître une retraite paisible, le paquebot connaîtra une suite d'événements aussi spectaculaires que tragiques. Une tentative de transformation en attraction touristique, un projet de conversion en université flottante, puis un incendie mystérieux dans le port de Hong Kong, et enfin, le naufrage fatal. Après un destin aussi fascinant, il est tout naturel de se poser quelques questions à son sujet. Comme par exemple, pourquoi le plus grand navire du monde a-t-il fini englouti, à l'abandon, à des milliers de kilomètres de son port d'attache? Que s'est-il réellement passé lors de ces dernières heures? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir dépasse largement le simple naufrage d'un paquebot. C'est l'histoire d'une légende oubliée, et d'un mystère maritime toujours irrésolu. Notre histoire commence en mai 1936, au moment même où le RMS Queen Mary s'élance pour son tout premier voyage transatlantique. Ce jour-là, Sir Percy Bates, président de la compagnie Cunard, convoque ses ingénieurs navals. Leur mission est claire: concevoir un second navire encore plus moderne, encore plus ambitieux. Le défi est immense, mais l'enthousiasme est à son comble. Quelques mois plus tard, le 6 octobre 1936, l'accord officiel entre la Cunard Line et les financiers du gouvernement britannique est signé. Le projet du futur Queen Elizabeth peut enfin commencer. Il ne s'agira pas d'une simple copie du Queen Mary, l'objectif est ici de le surpasser sur tous les plans. Ainsi, les ingénieurs repensent entièrement la structure du navire. Par exemple, pour améliorer les performances, ils réduisent le nombre de chaudières de 24 à 12. Une décision audacieuse qui permet non seulement de supprimer l'une des 3 cheminées, mais aussi de gagner de l'espace pour les passagers, les ponts et les cargaisons. Cette silhouette plus épurée, dotée de cheminées autoportantes renforcées de l'intérieur, marquera un tournant esthétique dans l'histoire transatlantique. En parallèle, la coque est redessinée. La suppression du puits de proue permet un profil plus affûté, tandis que l'ajout d'un 3e point d'ancrage à l'avant témoigne de l'attention portée aux détails. Le Queen Elizabeth sera 12 pieds plus long que le Queen Mary, et affichera un déplacement supérieur de 4000 tonnes. C'est un monstre d'acier en devenir, pensé pour dominer l'Atlantique. Sa construction débute donc sur la cale numéro 4 des chantiers John Brown & Company à Clivebank en Écosse. Pendant toute la durée du chantier, le navire est simplement désigné comme Hull 552, son numéro de construction. Pour les intérieurs, la compagnie fait appel à une équipe d'artistes menée par l'architecte George Gray Warnham, tandis que les escaliers, halls et entrées sont confiés à H. Martin & Co., des spécialistes reconnus dans la matière. Le lancement, lui, est prévu pour septembre 1938. Et comme souvent dans l'histoire des grands navires, tout ne se passe pas comme prévu. En effet, le 27 septembre, au moment de la cérémonie, la reine Elisabeth, à qui le navire doit son nom, est chargée de baptiser le paquebot en brisant une bouteille de vin rouge australien sur sa proue. Mais contre toute attente, le navire commence à glisser sur la cale avant même le signal officiel. Réagissant avec sang-froid, la reine mère réussit in extremis à accomplir le geste symbolique, juste avant que le navire ne touche l'eau. À ce moment-là, le RMS Queen Elizabeth n'est encore qu'un immense squelette de métal. Il sera ensuite remorqué jusqu'à son quai d'armement pour y être aménagé. L'objectif est de le rendre opérationnel pour le printemps 1940. Les préparatifs avancent, et l'on annonce même que le roi George VI et la reine visiteront le navire en août 1939, avant son voyage inaugural, prévu pour avril 1940. Mais soudain, en septembre 1939, l'Europe entre en guerre. Le destin du paquebot change brutalement. La visite royale est annulée, tout comme le lancement commercial. La priorité n'est plus aux traversées de luxe, mais à l'effort de guerre. Le Queen Elizabeth reste donc à quai, dans ses couleurs de la Cunard, attendant son sort. Puis, le 2 novembre 1939, la situation évolue. En effet, le ministre de la Marine marchande délivre une autorisation spéciale. Le navire est désormais considéré comme apte à prendre la mer. Le 29 décembre, les moteurs sont mis en marche pour la première fois. De 9h à 16h, les équipes techniques testent les températures et pressions, sans encore activer les hélices. Enfin, en février 1940, un ordre tombe.
Et il ne vient pas de n'importe qui. Winston Churchill, alors premier lord de l'amirauté, envoie une directive très claire. Le Queen Elizabeth doit quitter les côtes britanniques au plus vite et rester loin du Royaume-Uni aussi longtemps que nécessaire. Le géant des mers, à peine sorti de chantier, entre ainsi dans les coulisses de la guerre, une guerre qui va redéfinir complètement son destin, comme nous allons le voir dans la suite. Mais au-delà de son allure majestueuse et de son lancement mouvementé par l'histoire, le Queen Elizabeth impressionne surtout par sa conception technique hors du commun, résultat d'une ingénierie de pointe et d'une vision futuriste. Je vous propose donc d'entrer maintenant dans les coulisses du géant d'acier afin d'en apprendre plus sur ses caractéristiques avant de poursuivre notre histoire. A l'origine, le Queen Elizabeth devait mesurer, tout comme son prédécesseur le Queen Mary, 310 mètres de long. Cependant, après plus de 8000 essais sur maquette réalisés dans un bassin hydrodynamique, les ingénieurs prennent une décision cruciale, allonger la proue de 4 mètres. Ce léger ajustement, dicté par l'optimisation des lignes avant, permet non seulement d'améliorer la pénétration dans l'eau, mais aussi de rendre le navire encore plus stable et rapide. Sous sa coque élégante se cache une puissance mécanique colossale. Le navire est propulsé par 4 hélices géantes, de 32 tonnes chacune, mises en mouvement par un complexe réseau de 4 turbines à vapeur, elles-mêmes connectées à des réducteurs à engrenages, entraînant d'immenses roues dentées de 4 mètres de diamètre, pesant près de 80 tonnes. Son immense puissance provenait de moteurs générant près de 200 000 chevaux, l'équivalent de 50 locomotives de l'époque. Pour générer la vapeur nécessaire à cet ensemble, le Queen Elizabeth est doté, comme nous l'avons vu avant, de 12 chaudières à tubes d'eau, alimentées au mazout avec un tirage forcé permettant une combustion optimale. Rien que pour approvisionner les foyers en carburant, 1200 mètres de canalisation sont installés. Quant à la distribution de la vapeur à travers le navire, elle mobilise 900 mètres de tuyauterie. C'est une véritable usine flottante. Mais le Queen Elizabeth, ce n'était pas seulement une prouesse logistique, c'était un monstre d'ingénierie navale. Son pont principal s'étendait sur l'équivalent de 3 acres, soit la superficie du stade de Yale à New Haven. Les 2 immenses cheminées, hautes de 21 mètres, étaient si larges qu'on pouvait y faire passer 3 locomotives côte à côte. Pour chaque aller-retour sur l'océan Atlantique, le paquebot devait même embarquer des quantités vertigineuses de provisions. Plus de 30 tonnes de pommes de terre, 70 000 livres de viande, 6 tonnes de poissons, 25 000 livres de volaille et même 4 000 litres de crème glacée. À cela s'ajoutaient des milliers de litres de lait, des tonnes de légumes frais et surgelés, un véritable supermarché flottant pour nourrir les milliers de passagers et de membres d'équipage pendant toute la traversée. D'ailleurs, à bord, 1200 membres d'équipage veillaient au bon fonctionnement de cette merveille d'ingénierie, témoignant de l'organisation militaire qu'impose un navire de cette envergure. Côté architecture intérieure, le navire était conçu comme un véritable musée flottant. Plus de 50 essences de bois rares et exotiques ornaient les salons et les suites, parmi lesquels du macoré, du zébrano, du chêne tigré ou encore du black bean australien. Des salles somptueuses s'étendaient sur tout le navire, 35 salons publics, un restaurant de première classe de plus de 1200 mètres carrés, un théâtre de 338 places, des bains turcs, et même un hôpital complet avec une salle d'opération. Le hall d'entrée principal, entièrement traversant, accueillait une sculpture de bronze représentant une femme nageant dans les bras de son compagnon, inspirée du poème symphonique The Ocean Nide de Sibelius. L'œuvre, signée Maurice Lambert, donnait le ton. Ici, chaque détail respirait l'art et la majesté. La décoration intérieure, orchestrée par l'architecte George Grey Vornum, faisait honneur à la royauté. Le salon principal, au ton érable rosé, était orné de cuir coloré et de toiles du célèbre Norman Wilkinson, l'artiste à qui l'on devait déjà des œuvres emblématiques à bord du Titanic et de l'Olympique. On trouvait forcément à l'intérieur de ce navire un portrait de la reine Elisabeth, rappelant que ce navire portait un nom chargé de légende et de prestige. Mais revenons à notre histoire, voulez-vous. Comme nous l'avons vu, malgré l'interruption du projet initial par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, le Queen Elizabeth est déclaré navigable en novembre 1939. Dès les premiers mois de la Seconde Guerre mondiale, les autorités britanniques comprennent que le Queen Elizabeth représente un atout stratégique capital. Sa taille, sa vitesse, sa capacité de transport en font un navire précieux, à tel point qu'il devient d'ailleurs impératif de cacher ses déplacements aux espions allemands, présents tout autour du chantier de Clydebank. Pour les tromper, une ruse élaborée est mise en place. On laisse croire que le navire rejoindra Southampton pour y achever ses derniers aménagements. En parallèle, un autre impératif pousse à accélérer son départ. Il faut libérer le quai pour permettre la finalisation du HMS Duke of York, un cuirassé de la classe King George V. Effectivement, seul ce quai peut accueillir des navires de cette taille. Mais un détail rend la manœuvre encore plus délicate. Seules 2 marées exceptionnelles cette année-là permettent au Queen Elizabeth de quitter Clydebank.
Et l'intelligence allemande est déjà au courant de cette fenêtre météo critique. Un équipage réduit de 400 hommes, la plupart transférés du paquebot Aquitania, embarque sous prétexte d'un simple voyage côtier. Pourtant, on leur recommande discrètement de préparer leurs affaires pour 6 mois. Même les ouvriers des chantiers navals sont annoncés dans des hôtels de Southampton, comme pour entretenir l'illusion. Et c'est ainsi le 3 mars 1940, en toute discrétion, que le Queen Elizabeth quitte son quai, fraîchement repeint en gris militaire. À sa sortie du fleuve Clyde, un émissaire royal monte à bord et remet au capitaine John Townley une lettre scellée. Et ses ordres sont stricts. Il doit mettre le cap directement sur New York, sans marquer d'arrêt, pas même pour déposer le pilote de Southampton monté à Clivebunk. Et surtout, il doit garder un silence radio total. Ironie tragique du sort, le jour même où il était censé arriver à Southampton, la ville est bombardée par la Luftwaffe. Pendant 6 jours, le paquebot fend l'Atlantique à 26 nœuds de moyenne, naviguant en zigzag pour éviter les sous-marins allemands. Finalement, il atteint New York sain et sauf, et là, pour la première et unique fois de l'histoire, les 3 plus grands paquebots du monde se retrouvent côte à côte. Le Normandie, le Queen Mary, et désormais, le Queen Elizabeth. Une image mythique capturée pour la postérité. Peu après, le Queen Elizabeth quitte New York à destination de Singapour pour être officiellement transformé en transport de troupes. Lors de son périple, il fait escale à Trinidad, puis au Cap, avant d'arriver à destination. Là, on lui installe des canons anti-aériens, et son imposante coque est à nouveau repeinte en gris de guerre. Le 11 février 1942, il quitte Singapour, dans le plus grand secret, et quelques jours plus tard, il accoste au port militaire d'Esquimalt, en Colombie-Britannique. Là, il subit une série de modifications. Renforcement de l'armement, ajout de cabines pour les troupes, et un tout nouveau camouflage peint en un temps record par 300 marins canadiens. En mars, le Queen Elizabeth entame une mission d'envergure, transporter 8000 soldats américains de San Francisco à Sydney, soit un trajet de plus de 12 000 km. Le navire enchaîne ensuite les missions vers l'Afrique, l'Asie, et finit par être redéployé sur l'Atlantique Nord aux côtés du Queen Mary pour acheminer les troupes américaines vers l'Europe. Grâce à leur vitesse exceptionnelle, les 2 paquebots pouvaient généralement naviguer sans escorte, évitant de fait les convois lents et les menaces sous-marines. Pourtant, le Queen Elizabeth ne passe pas loin du drame. Le 9 novembre 1942, il est pris pour cible par le sous-marin allemand U-704. 4 torpilles sont tirées, l'une explose, mais par erreur avant d'atteindre sa cible. L'équipage est sain et sauf, mais la propagande nazie clame que le navire a été coulé. En vérité, le Queen Elizabeth continue son service héroïque. Durant toute la guerre, il transporte plus de 750 000 soldats et parcourt plus de 800 000 km sans jamais être intercepté. Une performance hors norme, qui le fait entrer dans la légende des navires de guerre, bien qu'il n'ait jamais tiré un seul coup de canon, cela dit. Une fois la paix retrouvée, le Queen Elizabeth n'a plus besoin de jouer les soldats. Après la Seconde Guerre mondiale, le Queen Elizabeth quitte donc enfin l'uniforme militaire. Ainsi, il est entièrement réaménagé, pour reprendre son rôle d'ocean liner de prestige, pendant que son jumeau, le Queen Mary, poursuit encore quelques mois sa mission militaire, rapatrier les soldats américains et leurs jeunes épouses britanniques, les fameuses G.I. Bride. Pendant ce temps, le Queen Elizabeth est entièrement modernisé à Greenock, en Écosse, dans les chantiers John Brown. Et ce n'est qu'après 6 années de service qu'il a enfin droit à ses véritables essais en mer, jamais réalisés auparavant. Commandé par le Commodore Sir James Bissett, le navire se dirige vers l'île d'Arran pour effectuer les tests. Et à bord ce jour-là, la reine en personne, Elizabeth, accompagnée de ses 2 filles, les princesses Elizabeth et Margaret. Un moment historique. La future reine d'Angleterre tient la barre pendant un instant, pendant que les 2 princesses chronomètrent les performances du paquebot avec leur chronomètre doré offert pour l'occasion. Avec la fin de ces essais, le Queen Elizabeth entre officiellement en service passager. La célèbre liaison hebdomadaire à 2 paquebots entre Southampton d'un côté et New York de l'autre devient enfin une réalité. Pourtant, malgré des caractéristiques similaires à son jumeau, le Queen Elizabeth ne recevra jamais le ruban bleu, la distinction du navire le plus rapide sur l'Atlantique. Un record que la Cunard préfère ne pas voir contesté par respect interne. Le 14 avril 1947, petit incident. Le paquebot s'échoue sur un banc de sable près de Southampton. Plus de peur que de mal, il est remis à flot le lendemain. En 1955, il subit une nouvelle amélioration majeure. Des stabilisateurs sous-marins sont ajoutés pour réduire les roulis en pleine mer. Ces ailerons rétractables améliorent le confort et permettent aussi d'économiser du carburant. Mais le 29 juillet 1959, le Queen Elizabeth est victime d'une collision avec un cargo américain, le American Hunter, dans le port de New York, par temps de brouillard. Il est endommagé au-dessus de la ligne de flottaison, mais reste opérationnel. Plus de peur que de mal. Durant les années 50 et 60, il régnera avec le Queen Mary sur l'Atlantique Nord,
face à la concurrence des paquebots américains, le SS United States d'un côté, et le SS America de l'autre. Mais après ça, un nouveau rival arrive sur le marché. Le jet. Plus rapide, plus économique, l'avion de ligne fait chuter brutalement le nombre de passagers à bord des transatlantiques. Face à cette menace, la Cunard tentera un dernier pari, transformer partiellement le Queen Elizabeth en paquebot de croisière tropicale. En 1965, il subit un important réaménagement. Ajout d'un pont Lido, climatisation renforcée, piscine extérieure flambant neuve. Objectif : relier New York aux Bahamas et prolonger sa carrière jusque dans les années 70. Mais le plan échoue. Le Queen Elizabeth est trop profond pour entrer dans la plupart des ports des Caraïbes, et trop large pour passer le canal de Panama. Résultat, il restera cantonné à l'Atlantique, ce qui limite forcément son potentiel commercial. Et fatalement, les coûts explosent. En 1967, la Cunard retire le Queen Mary, et un an plus tard, le 5 novembre 1968, le Queen Elizabeth effectue sa toute dernière traversée vers New York, avant d'être mis à la retraite. Mais la relève est déjà prête. Plus petit, plus moderne, plus économique. Le Queen Elizabeth II prend désormais la mer. Mais la retraite du Queen Elizabeth n'allait pas ressembler à une paisible croisière. En réalité, ce qui l'attendait relevait presque d'un film de sabotage maritime. À la fin de l'année 68, le Queen Elizabeth est vendu à une nouvelle société, l'Elizabeth Corporation. Un projet à 85% détenu par la Cunard et à 15% par des hommes d'affaires américains de Philadelphie. Les idées : transformer le géant des mers en hôtel flottant et attraction touristique à Port Everglades en Floride. Un concept calqué sur celui du Queen Mary, prévu à Long Beach, en Californie. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce sujet, il existe une vidéo traitant de son histoire que vous pourrez retrouver juste ici. Le navire, désormais simplement appelé Elizabeth, arrive en Floride le 8 décembre 1968 et ouvre ses portes au public en février 1969, soit 2 ans avant le Queen Mary. Mais très vite, le rêve tourne court. Le climat chaud et humide de la Floride use prématurément la structure du navire. À peine un an plus tard, le verdict tombe. Le paquebot est jugé dangereux, notamment à cause des risques d'incendie. Il fermera définitivement en août 1970. En faillite, il est mis aux enchères. C'est là qu'entre en scène un magnat de Hong Kong, Tung Chao-yung, patron de l'Orient Overseas Line. Il rachète l'ancien paquebot et le rebaptise Seawise University. Son ambition : le transformer en campus flottant pour étudiants internationaux, dans le cadre du programme World Campus Afloat, aujourd'hui connu sous le nom de Semester at Sea. Et c'est ainsi que, le 10 février 1971, le Seawise University quitte la Floride pour rejoindre Hong Kong. Mauvaise idée. Les chaudières et moteurs du navire sont dans un état catastrophique après des années de négligence. Malgré les recommandations de l'ancien Commodore, engagé comme conseiller, de le faire remorquer, l'équipage tente le pari fou de naviguer avec les moteurs arrière seuls. Ce qui devait être un voyage de quelques semaines dure des mois, entre pannes, incendies à bord et escales improvisées pour essayer de remplacer les pièces. Il n'arrivera à Hong Kong qu'en juillet 1971. Mais là, le cauchemar ne fait que commencer. Alors que la conversion en campus universitaire touche à sa fin, un chantier de 5 millions de livres sterling s'il vous plaît, un incendie éclate à bord le 9 janvier 1972. Puis un deuxième, puis un troisième. En quelques heures, le paquebot prend feu de toutes parts. Une enquête officielle conclut à un acte criminel volontaire, sans jamais identifier les coupables. Certains soupçonnent une fraude à l'assurance. Le navire avait été effectivement acheté 3,5 millions de dollars et avait été assuré pour 8 millions. D'autres y voient la main de syndicats pro-communistes locaux opposés aux manias, fervents nationalistes chinois. Les pompiers bombardent le navire d'eau pour éteindre les flammes. Le paquebot se couche sur le flanc, avant de sombrer au fond du port de Victoria, en plein cœur de Hong Kong. Une histoire qui nous rappellera malheureusement le naufrage d'un autre bateau, quelques années plus tôt. Déclaré épave dangereuse, il est démantelé entre fin 1974 et début 1975. Seules certaines parties sont récupérées. Le reste, dont la quille, les chaudières et une grande partie de la coque, restera à jamais enfoui sous les eaux. À tel point que l'emplacement est toujours signalé sur les cartes maritimes comme zone à éviter. Dans les années 90, ce qu'il restait de l'épave est définitivement enseveli sous un chantier de remblai pour construire le terminal à containers numéro 9 de Hong Kong. Et voilà, l'histoire fascinante du RMS Queen Elizabeth touche à sa fin. Du joyau des mers à géant oublié en passant par les tourments de la guerre, les honneurs royaux et les ambitions commerciales avortées, ce paquebot n'aura jamais cessé de marquer son époque. Il n'était pas simplement un navire, il était un symbole, un monument d'ingéniosité, de prestige et d'audace.
témoin d'un siècle en pleine mutation. Le destin tragique du navire, englouti dans les eaux de Hong Kong, laisse derrière lui une empreinte indélébile dans la mémoire collective. Une histoire à la fois grandiose et mélancolique, qui nous rappelle à quel point les plus grandes créations humaines peuvent être éphémères, mais aussi éternelles, tant que l'on continue à les raconter. Alors, si cette plongée dans l'histoire vous a captivé, si vous aimez ces récits oubliés que l'on remet en lumière, n'hésitez pas à faire vivre cette chaîne. Laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions, vos découvertes, ou simplement nous dire ce que cette histoire a éveillé en vous. Pensez aussi à aimer cette vidéo si vous le voulez, et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations historiques. Chaque vue, chaque interaction, chaque abonnement m'aide à continuer à vous proposer des récits toujours plus immersifs, toujours plus fouillés, toujours plus passionnants. Merci pour votre écoute, pour votre curiosité, et pour le temps que vous m'avez accordé pour cet épisode, comme pour ceux d'avant, et comme pour ceux qui viendront. Et je peux vous dire que le voyage ne fait que commencer. Et c'est ainsi que je vous dis à très bientôt, sur votre chaîne d'histoire et de voyage, Curious History.